Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. À la une ce soir, un nouvel épisode politique à rebondissement. Michel Barnier qui part et François Bayrou qui arrive à Matignon après une matinée sous tension au Palais de l'Élysée. Quel sera le socle et les soutiens du nouveau Premier ministre? Les lignes rouges, les coulisses d'une journée intense avec Nathalie Saint-Cric. Plusieurs milliers de coupures d'Internet et de lignes téléphoniques. Enquête ce soir sur ces vols de câbles et le trafic de cuivre qui se développe. Illustration en Bretagne ces dernières heures. Y aura-t-il des retards pour l'arrivée des cadeaux de Noël? DHL, l'une des plus grandes sociétés de livraison, est en grève et des milliers de colis sont ce soir bloqués dans les aéroports. Des dizaines de milliers de Corses vont se rendre à Ajaccio pour assister à la visite du pape dimanche. Comment l'île de beauté se prépare? Un coup de froid et une question conso de circonstance. Soupe maison ou soupe industrielle? Il n'y a pas débat sur le goût et sur le prix. C'est la chronique de Jimmy Mohamed. Et puis 20h30 le vendredi avec le retour de Zorro, retour en enfance et des retrouvailles avec Jean Dujardin. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. C'est donc l'image de ce vendredi, la 4e passation de pouvoir à Matignon en un an. Michel Barnier, Premier ministre durant 90 jours, cède son bail précaire à Matignon à François Bayrou. Le suspense aura duré jusqu'à la dernière minute quand le maire de Pau est arrivé ce matin dans le bureau du président de la République. Il n'était plus le choix d'Emmanuel Macron. Alors que s'est-il passé? Résumé du jour, Béatrice Gelot. Ce sont ses premiers mots comme Premier ministre. Je pense que tout le monde mesure la difficulté de la tâche. Et je pense aussi que tout le monde se dit qu'il y a un chemin à trouver. Pour lui, le plus dur commence. Il cite les premiers mots de François Mitterrand le soir de son élection en mai 81. Enfin, les ennuis commencent. Est-ce qu'on doit vous souhaiter bon courage? Il prend officiellement ses fonctions à Matignon en fin d'après-midi. Une arrivée très silencieuse avant de retrouver Michel Barnier. Les deux hommes se connaissent bien, ils ont tous les deux 73 ans. 30 minutes d'entretien. À la sortie, Michel Barnier lance comme un avertissement à son successeur. Je savais depuis le premier jour, le 5 septembre, que le temps de mon gouvernement était compté. François Bayrou a conscience de tous les défis qui l'attendent. Ma ligne de conduite sera de ne rien cacher, de ne rien négliger et de ne rien laisser de côté. François Bayrou à Matignon, ce matin encore, c'était loin d'être gagné. Rembobinons le fil de la journée. Hier soir, de retour de Pologne, Emmanuel Macron le convie à l'Élysée. Rendez-vous à 8h30, le face-à-face est selon des proches très tendu. Le président lui fait comprendre qu'il ne va pas le nommer Premier ministre. Croit savoir une ex-députée macroniste. À 10h15, quand il quitte le palais, le choix d'Emmanuel Macron n'est même pas encore arrêté. À son entourage, le maire de Pau confie sa frustration. Bayrou est furieux. Il est en train de dire tout le mal qu'il pense de Macron auprès de son équipe resserrée. D'autres noms circulent à nouveau pour Matignon, Roland Lescure ou encore Sébastien Lecornu. Mais à 11h30, coup de théâtre, le président reconvoque le patron du MoDem, cette fois pour le nommer. Alors Bayrou, Premier ministre, il n'entend pas devenir un simple collaborateur. Un de ses amis confirme. À partir de maintenant, c'est un peu une cohabitation. Il ne se laissera pas dicter n'importe quoi. Ce soir, François Bayrou s'attelle déjà à former un gouvernement. Le premier à être reçu, ce sera le ministre de l'Intérieur démissionnaire, Bruno Retailleau. La barre est donc au centre avec ce choix. Est-ce un point d'équilibre qui pourrait se mettre en place? Vaste question quand on connaît l'incapacité visible des uns et des autres à trouver un chemin commun depuis la dissolution. Avant de pointer du doigt les enjeux de cette nomination, arrêtons-nous sur le parcours d'un homme politique souvent utile pour Emmanuel Macron et qui s'est donc rendu incontournable. Caroline Motte, Barbara Six, Thierry Breton. François Bayrou a longtemps attendu son heure. Aujourd'hui, elle est enfin arrivée. Dans sa ville de Pau qu'il gère depuis 10 ans, ce couple de retraités est ravi de sa nomination. C'est un homme très posé, très calme et très intelligent. Mais certains disent attention au caractère des Béarnais. On dit qu'on est un peu têtu, ici on dit cabourite. On verra s'il sait mettre ça à profit et si ça deviendra une qualité. Une personnalité affirmée, mais une fidélité à Emmanuel Macron. Voilà l'une des raisons de sa nomination. En 2017, il accepte de s'effacer pour le soutenir. J'ai décidé de faire à Emmanuel Macron une offre d'alliance.
Pourtant, depuis les Pyrénées-Atlantiques, sa terre natale où il se prend parfois à chanter en béarnais, c'est bien de l'Élysée que François Bayrou rêvait. Après 4 ans passés au ministère de l'Éducation nationale dans les années 90, il se présente 3 fois à la présidentielle. La première en 2002. Il faut un 3e homme. On se souvient de cette gifle donnée à un enfant qui, dit-il, lui faisait les poches. Seconde tentative en 2007, il atteint les 18% au premier tour. Et enfin en 2012, éliminé, il dit voter pour François Hollande plutôt que Nicolas Sarkozy. En 2017, poursuivi dans l'affaire des assistants parlementaires du MoDem, son passage place Vendôme comme garde des Sceaux est éphémère. Il sera finalement relaxé. Retour en grâce 7 ans plus tard, mais François Bayrou saura-t-il rassembler cette opposante à la mairie de Pau en doute? Il est colérique et il supporte mal la contradiction. Il coupe souvent la parole, par exemple. En conseil municipal, il a le pouvoir d'appuyer sur le micro pour nous couper le micro et il le fait tout le temps. Malgré ses défauts, François Bayrou a toujours gardé l'oreille du président. Et à 73 ans... C'est du citron bouillant avec du miel. Pour la gorge. Non. Non, pour l'énergie. Il croit toujours en son étoile. Je suis Gémeaux ascendant Balance. Ce qui fait comme une complexité, n'est-ce pas? Centriste, quoi. Non, central. Pas plus tard que cet été, à propos de Michel Barnier, il livrait cette analyse prémonitoire. C'est un trimaran, mais là, il n'a qu'un seul flotteur, le flotteur de droite, alors que dans un trimaran, il faut la coque, un flotteur à droite et un flotteur à gauche pour que le bateau soit équilibré. Parviendra-t-il à faire mieux que son prédécesseur? Sa mission ô combien délicate ne fait que commencer. Alors, où sont aujourd'hui les lignes rouges et surtout où sont les lignes de convergence pour tenter de durer? Quelle majorité, quel socle politique et d'idées pourrait donner du temps à ce futur gouvernement? Décryptage avec Julien Chelin, Caroline Arnold et Antoine Husser. Pour gouverner, le nouveau Premier ministre va devoir composer avec les fortes têtes de l'Assemblée et surtout ne pas fédérer contre lui une majorité de députés. Alors François Bayrou est-il le mieux placé pour cela? Il m'a semblé qu'il était assez rassembleur. Ça va être difficile parce que chacun tire un peu sa carte, chacun joue son propre jeu. François Bayrou devrait en tout cas pouvoir compter sur le bloc présidentiel composé de ses députés MoDem, des députés Horizon et des élus macronistes. Alors qu'ils soutenaient Michel Barnier, les élus de la droite LR seront-ils du gouvernement de Bayrou? Leur participation est à l'étude. Laurent Wauquiez pose d'ores et déjà ses conditions. Nous souhaitons la fermeté sur le régalien et notamment l'immigration. Pas d'augmentation d'impôts, mais des baisses de dépenses publiques. C'est en fonction de ce projet que nous déciderons ensemble d'une éventuelle participation. Qu'en est-il du Rassemblement national? Pas de censure a priori pour les 140 députés RN et ciotistes. Pour l'instant, en tout cas, précise Marine Le Pen. Je ne brandis pas la menace de la censure matin, midi et soir. Je dis juste que je ne renonce pas à cet outil. Pour ne plus dépendre du Rassemblement national, François Bayrou pourrait se tourner vers sa gauche. Le PS, qui a bien voulu participer aux consultations avec ses alliés écologistes et communistes, ne censurera pas, uniquement si ces conditions sont respectées. Et vous savez que nous demandons le respect du Parlement, le respect du débat parlementaire, la recherche de majorité, et nous demandons à ce que le 49.3 ne soit pas utilisé. Mais les socialistes ne comptent pas s'arrêter là. En coulisses, un responsable confie: la survie de Bayrou est entre nos mains. On va en profiter pour prendre tout ce qu'on peut prendre. Pourquoi pas, répondent ces électeurs de gauche. Par exemple, un assouplissement de la réforme des retraites, peut-être. Si en fait la gauche demain est capable de revenir sur la réforme des retraites, bien évidemment, ce serait une avancée sociale significative. Les Insoumis, quant à eux, ont d'ores et déjà prévenu qu'ils censureraient François Bayrou et annoncent d'ores et déjà le dépôt d'une motion dans les prochains jours. Et avec nous, pour y voir plus clair en ces temps de turbulence politique, Nathalie Saint-Cric. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Laurent. D'abord les faits, François Bayrou a clairement su renverser la table ce matin? Oui, absolument, il a su renverser la table et surtout retourner le président. Dites-vous qu'il arrive, il n'est pas Premier ministre, il s'explique, il menace de quitter la majorité, en gros de faire tout sauter. Et le Béarnais en colère peut faire peur. Manifestement, ça a été le cas, mais ils ont aussi des relations amicales et de fidélité et de loyauté. Donc, quelques heures après,
François Bayrou gagne son combat. Il a réussi à convaincre Emmanuel Macron à le faire changer d'idée. C'était pas évident. C'est la première fois qu'un Premier ministre s'impose à un président de la République. Oui, j'ai peut-être pas la mémoire jusqu'au début de la Ve République, de ce que j'ai appris, j'ai vraiment l'impression. Et il le convainc parce que, d'abord, il se croit capable, François Bayrou, il en a envie, ça il l'a caché absolument à personne. Et puis il se permet même de lui rappeler qu'il est, lui, le représentant du macronisme des origines, celui de 2017, une sorte de statut du commandeur qui lui dirait « c'est moi, je suis le centre, j'incarne ce que tu voulais faire, donc on y va ». Il a l'expérience des rouages politiques, mais lui-même le reconnaît ce soir. Le plus dur commence maintenant ? Bah oui, c'est ce qu'il a appelé l'Himalaya, c'est-à-dire en gros des choses dans tous les sens, c'est-à-dire la dette, le problème des Français qui ne s'entendent pas. Bon, ça, c'est quasiment une mission kamikaze. Vous l'avez vu, en politique, il faut qu'il calme les Républicains qui ne l'aiment pas. Peut-être que Bruno Retailleau pourrait jouer un grand rôle ce soir en étant présent dans son gouvernement. Le PS qui flotte, le Rassemblement national qui est rarement bienveillant. Bon, LFI, on sait que de toute façon, il censure tout le monde. Mais peut-être que la plus grande montagne, son Everest à lui, ça sera de lutter contre le côté on veut plaire à tout le monde, celui de l'inaction ou celui d'absence de volonté de véritablement réformer. Et ça, il a dit qu'il voulait vraiment faire bouger le pays. On va l'attendre au tournant. Merci Nathalie. Dans l'actualité également, en Bretagne, dans le Finistère, ce sont plusieurs kilomètres de câbles en cuivre qui ont été dérobés, impactant des milliers d'usagers, les privant d'Internet et de téléphonie. C'est loin d'être une première, une situation qui se résume en une phrase. La tonne de cuivre vaut désormais 8 700 €, ce qui alimente toutes les convoitises. C'est l'enquête de ce week-end. Claire Véroff, Thomas Paga, Nicolas Delodier. Début de week-end compliqué pour ce couple de Bretons. Pas de télé, pas d'Internet, pour une durée indéterminée. Maintenant, on a tellement l'habitude d'Internet que sans Internet, on se sent vraiment perdu. Et ils ne sont pas les seuls. Ce bistrot, lui aussi, est quasi totalement déconnecté. J'ai pas de caisse, j'ai pas de carte bleue, c'est un peu... j'ai pas de musique, donc aucun loto, veille de vendredi 13, c'est compliqué. Puis je suis pas le seul, hein. Il y a tous les commerçants de Melvin qui sont embêtés avec ça. La pharmacie, il y a un autre bar là-bas qui est embêté... le fleuriste, enfin tout le monde quoi. Dans le Finistère, plus de 2000 foyers et entreprises sont aujourd'hui privés de connexion. Une panne géante qui trouve sa source ici. Le long de cette route, 600 mètres de câbles ont été déterrés, sectionnés pour être arrachés. On suppose qu'ils accrochent une sangle avec un véhicule dessus et ils démarrent et ils tirent le câble. Quoi. Sur 600 mètres ? Sur 600 mètres. Voici ce que les voleurs cherchent. Ces milliers de fils de cuivre, un or rouge dont la valeur a explosé ces dernières années. Les techniciens tentent de réparer, mais cela va prendre du temps, 6 à 8 semaines au moins, d'autant que cette opération n'est pas exceptionnelle. Ici, en Bretagne, entre le Morbihan et le Finistère, on a à peu près un vol par nuit. Voilà. Et on nous vole 300 mètres, 600 mètres, parfois 1 kilomètre par nuit. Donc ce sont plusieurs tonnes de câbles par nuit qui sont volés. C'est un véritable pillage du réseau qui est opéré. Cette année, 2473 vols de cuivre ont déjà été recensés, soit 1800 km de câbles, l'équivalent d'un aller-retour Lille-Marseille. Des vols en hausse de 33% par rapport à l'an dernier. Derrière ces pillages, souvent, des filières organisées. Des réseaux qui opèrent la nuit, à plusieurs, comme sur ces images de vidéosurveillance. La plupart du temps, on a des groupes organisés, plutôt originaires des pays de l'Est ou du Nord de l'Afrique. Ces groupes-là vont donc faire du repérage, dérober les câbles de cuivre et ensuite les emmener de manière discrète dans des camions. Ils vont ensuite pouvoir les écouler auprès de recycleurs de métaux ou d'entreprises qui sont un peu moins regardantes sur la provenance de ces métaux. D'autant qu'une fois fondu, le cuivre devient intraçable. Une facilité pour les voleurs qui oblige les communes à agir. Dans ce village de la Sarthe, 10 lampadaires sont hors service, dépouillés de leurs câbles. Plus de 15 000 € de dégâts. Excédé, le maire a fini par sceller les ouvertures. On a employé un soudé ici, là et là. Bon, pour ouvrir cette trappe-là, il faut meuler maintenant. Qui dit meuler, ça va prendre du temps. Ça va faire des étincelles, ça va faire du bruit. En 2030, le cuivre va disparaître au profit de la fibre, mais en attendant, la société Orange est tenue de réparer chaque câble volé. Y a-t-il un risque de retard à la livraison pour des milliers de cadeaux de Noël ? L'une des principales entreprises en France, DHL, est en grève et ses colis restent figés dans le fret de plusieurs aéroports. Julien Bigard, Noémie Dahan, Alexandre Lépiné. Une montagne de colis. Des centaines, peut-être des milliers sur ces images. Et les tapis roulants des centres de tri à l'arrêt.
À 12 jours de Noël, une grève touche des entrepôts du géant du transport DHL. 300 salariés ont arrêté le travail sur les 3000 que compte le groupe en France. Les syndicats réclament une prime d'intéressement et maintiennent la pression sur la direction. Allez, on est dans une situation catastrophique. Alors là, je vous le dis, derrière, il y a des navettes qui sont bloquées à ne plus savoir qu'en faire. À l'intérieur, ça commence même à devenir dangereux sur les conditions de travail. C'est-à-dire que même les engins motorisés ne peuvent plus circuler. Il y en a partout. Chaque jour de grève, ce sont 12 000 colis supplémentaires qui restent bloqués. De quoi inquiéter les habitués des livraisons. Une grève jusqu'à Noël pourrait les priver de cadeaux à placer sous le sapin. Sachant que là, on est en période de fête, tout ça serait compliqué parce qu'il y a plein de gens qui attendent leurs produits, tout ça pour les fêtes, donc s'ils n'arrivent pas... Ça met dans un état de stress, effectivement, et puis ça peut aussi faire réfléchir sur le fait de savoir si on achète le produit ou pas, du coup. Une grève qui pourrait faire boule de neige dans les rayons. Car DHL livre aussi les entreprises, comme les commerces. Des magasins qui seraient dépendants d'arrivée de produits via DHL, ça pourrait être des jouets, ça pourrait être des vêtements, pourraient, si la grève continuait, effectivement être confrontés à certaines ruptures dans la rayon. La direction de DHL se veut rassurante. Oui, certains colis prennent du retard, mais ils seront bien livrés. Un colis que vous attendiez aujourd'hui, potentiellement, vous l'aurez le jour d'après. C'est surtout ce genre de délai dont on parle, en tout cas. Donc on peut s'attendre à recevoir quand même nos colis avant les fêtes, avant Noël ? Bien sûr, on va tout faire pour. Au mois de décembre, le groupe doit livrer 50% de colis en plus qu'un autre mois de l'année. Et à l'approche des fêtes de fin d'année, les douaniers du Havre ont saisi plus de 5000 boîtes de contrefaçon de jouets en provenance de Hong Kong. Prudence également lors des achats en ligne. 80% des produits sans marque, souvent d'origine chinoise, sont non conformes avec les normes de sécurité européennes. Raphaël Asensio, Cyril Théophilos. Le Père Noël est déjà passé chez la famille Leroy. Sous le sapin, des cadeaux pour un petit garçon qui va être gâté. Tout ça, c'est pour qui ? Alors, c'est pour mon fils Gabriel. Il a 3 ans et demi. De nombreux jouets achetés sur un célèbre site asiatique. Au prix défiant toute concurrence. Comme cette tablette pour enfants. Alors là, je l'ai payé 40 €. Je pense qu'en magasin, une centaine d'euros. Cette mère achète des jouets pour son fils depuis plusieurs années sur ce type de plateforme. Ouais. Est-ce que tu t'amuses bien avec ces jouets ? Oui. Laurie Leroy a bien conscience que leur sécurité peut parfois laisser à désirer. Alors, elle prend quelques précautions avant de commander. Je regarde les avis souvent, s'ils sont positifs ou pas, et puis les photos, comment ça a l'air qualitatif ou pas. En magasin, on a un peu plus confiance parce qu'on sait que c'est certifié. À l'approche des fêtes, ces plateformes mettent le paquet. Des offres alléchantes, avec des prix parfois inférieurs à 1 €. Mais attention, car 80% des jouets sans marque achetés en ligne constitueraient un danger. Quels sont les risques ? Nous en avons testé plusieurs dans ce laboratoire. Ici, on est dans des jouets premiers âges et puis également un jouet de construction magnétique. Premier essai avec cette guitare. Nicolas Deverden teste sa résistance en la faisant tomber à 5 reprises de la hauteur d'un enfant. Le bouton de la guitare s'est détaché. On est en présence d'une petite partie susceptible d'être ingérée par l'enfant de moins de 3 ans. Donc là, on a un risque d'étouffement. Des petites pièces qui se détachent, un problème récurrent sur ces jouets. Comme avec ce hochet. Ou ce jeu de construction aimanté, l'enfant a accès aux pièces magnétiques qui se détachent facilement. Des aimants dont la puissance est 10 fois supérieure à la norme européenne. L'enfant pourrait avaler, par exemple, un aimant, 2 aimants, 3 aimants. Les aimants pourraient venir au niveau de ses intestins et provoquer des obstructions du fait de cet amalgame d'aimants, ou voire pire, des perforations des parois intestinales. Risque d'avaler les yeux d'une peluche, mais aussi d'incendie sur des objets électroniques, ou encore d'être intoxiqué par des substances nocives présentes dans ces pâtes visqueuses très à la mode dans les cours de récréation, appelées slime. Cette année, près d'un quart des colis arrivés en France ont été commandés sur ces plateformes asiatiques. Mais pourquoi ne sont-ils pas contrôlés avant d'entrer en Europe ? D'un point de vue logistique, c'est impossible de contrôler ces dizaines de millions de colis qui arrivent, encore une fois, directement chez le consommateur. Ils ne passent pas via des containers sur des ports, etc., où les douanes pourraient facilement intervenir. En magasin et sur des sites internet de confiance, les contrôles sont en revanche systématiques.
Peu de risque donc si le Père Noël dépose sous le sapin des jouets fabriqués en Asie. Alerte au cyclone tropical Chido à Mayotte, alerte qui est passée au rouge désormais. Son passage est attendu la nuit prochaine avec des vents dépassant les 180 km/h. La population est appelée à se protéger. Tous les établissements scolaires seront fermés demain. L'actualité à l'étranger et en Syrie, le chef de la rébellion islamiste Abou Mohamed al-Jolani a félicité le peuple syrien pour la victoire et la révolution. Jour de prière aujourd'hui dans les mosquées de Damas à Idlib. Derrière la liesse, il y a bien sûr les doutes, les questions sur les jours, les mois à venir et le vrai visage de cette transition. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, était aujourd'hui en Jordanie, en Irak et en Turquie pour aborder le présent et l'avenir. Stéphanie Pérez, Chloé Cormery, Bruno Bervas. Ce sont des scènes inimaginables il y a encore une semaine. Des milliers de Syriens en liesse au cœur de Damas. Jamais sous le régime de Bachar al-Assad, ils n'ont eu l'autorisation de se rassembler pour ce type de manifestation. Bachar au tombeau. Ils n'en finissent pas de célébrer la chute du dictateur. Lève ta tête vers le ciel. Tu es un Syrien libre. L'étau se dessert et la parole se libère. C'est comme si on venait de sortir de prison. Même l'oxygène qu'on respire n'est plus le même. Maintenant, on rêve d'élections démocratiques et d'un gouvernement qui nous représente tous. Tous ces hommes et femmes qui manifestent aujourd'hui le savent, les incertitudes sur la future administration islamiste sont énormes. Mais ce qu'ils veulent pour le moment, c'est juste profiter quelques jours encore de cette liberté retrouvée. Pourtant, quelques incidents isolés laissent présager de la difficulté de la transition qui s'ouvre. Un habitant de Damas nous a fait parvenir cette vidéo. Lors d'une autre fête de quartier hier, on y entend le chef d'un groupuscule rigoriste s'exprimer au haut-parleur. Chers amis libérés, on vous demande de ne pas vous mélanger entre hommes et femmes. Et vous, les femmes qui ne portez pas le voile, il faut le mettre tout de suite. Dans la nébuleuse des salafistes qui ont conquis le pouvoir, quelle frange va l'emporter? Ce matin, à la mosquée des Omeyyades, symbole de Damas, on les a vus en nombre, les combattants islamistes, armés et célébrés en héros. Le discours officiel des nouvelles autorités se veut rassurant et tolérant. C'est pour cette Syrie que les fidèles ont prié en ce premier vendredi de l'après-Assad. La Corse s'apprête à vivre un dimanche historique avec la visite du pape François, invité par Monseigneur François-Xavier Bustillo, évêque de l'île de Beauté proche du Saint-Père. Une organisation inédite, des gendarmes en renfort arrivés en ferry de Marseille, et ce sont des dizaines de milliers de Corses qui ont l'intention de se déplacer à Ajaccio. Sur place, Audrey Richier, Raymond Chaplard. Elle a survolé le ciel ajaccien avant de prendre place au sommet de l'esplanade du Cazone où le pape célébrera la messe en public dimanche. Une croix en chêne massif réalisée pour l'occasion et installée par ses charpentiers venus d'Angers. Ah, il porte sa croix. Ah, il porte sa croix. Combien de kilos là Elle fait 400 kilos. 400 kilos. Le cardinal Bustillo, qui a initié la venue du souverain pontife en Corse, découvre pour la première fois les installations en vue de l'office en plein air. Tout va bien, c'est magnifique et on aura une très belle célébration grâce à la contribution des artistes, ceux qui ont donné de leur temps, de leur talent, de leur capacité. Donc merci beaucoup. Dernière répétition aussi pour ces 40 enfants qui chanteront dimanche devant le pape sur le parvis de la cathédrale. Je me sens à l'aise, je me sens bien, je suis contente de chanter pour lui. Et pourquoi? Parce que c'est la première fois que le pape vient en Corse. Donner de la voix, de l'argent aussi. Depuis l'annonce de la venue du pape, l'évêché a fait appel à la générosité des Corses. Ici, ces bénévoles du diocèse vendent des drapeaux, des bougies, des t-shirts à l'effigie du pape François. C'est une façon de faire plaisir à tout le monde, je crois, voilà, tout simplement. Ben voilà, à tous ceux à qui ça va bénéficier, et à ma mère et à ma sœur. Dimanche, plusieurs dizaines de milliers de personnes sont attendues dans les rues d'Ajaccio. Un défi sécuritaire avec le renfort de 2200 forces de l'ordre venues du continent, mais aussi logistique. Nous avons besoin de 7 km linéaires de barrières pour sécuriser les différentes zones. Il a fallu en faire venir 4,5 km depuis le continent. Une organisation colossale réalisée en à peine un mois pour cette première visite papale de l'histoire en Corse.
La neige de retour en Haute-Loire et notamment dans le secteur du Puy-en-Velay ces dernières heures, un coup de froid et une question conso de circonstance avec un produit, la soupe industrielle, face à un défi depuis plusieurs années. Trop d'additifs, pas assez de légumes et beaucoup trop de sel. Alors qu'en est-il aujourd'hui? Enquête signée Karine Brun avec Hippolyte Rioux du Cosquer. Elles se mettent en chauffe quand le thermomètre plonge. Il y a ceux qui les font eux-mêmes et ceux qui les choisissent toutes faites. Vermicelles, moulinets, veloutés et potages. L'hiver est la saison où les soupes retrouvent leur panache dans les allées des supermarchés. Je mange presque tous les soirs, la soupe le soir. Les 9 légumes, là, ils sont bons, les bigues aussi. Hein. Tous les légumes qu'il y a dedans me conviennent. Ce directeur de supermarché travaille depuis près de 30 ans dans le secteur. Il y a les veloutés. Pour lui, chaque année à cette saison, le bilan est positif. Ça cartonne. Tout ce qui est aux légumes se vend beaucoup. Après, il y a aussi le poireau aux pommes de terre qui se vend beaucoup. Les petits formats se vendent. Enfin, tout se vend et ça représente quand même quelques milliers d'unités depuis le mois dernier, par exemple. Bonnes à manger, mais sont-elles toutes bonnes pour la santé? Pour le test, une nutritionniste a analysé les compositions des différentes soupes. Beaucoup plus de lignes que là. De l'huile de palme, des antioxydants, du sirop de caramel, de la maltodextrine. Bon, c'est un peu une foire à tout. Dès lors que la liste d'ingrédients est longue, on va avoir des exhausteurs de goût, on va avoir des colorants, on va avoir des additifs. Quand on mange trop de produits dits ultra transformés, eh bien, au niveau intestinal, il peut y avoir des petits problèmes. Chaque année, près de 150 000 tonnes de soupe sont consommées pour plus de 550 millions d'euros de chiffre d'affaires. Dans cette PME près de Lyon, on a fait le choix d'une production artisanale pour des soupes plus savoureuses et plus nutritives. Dans nos soupes, nous n'avons que des ingrédients simples. Nous n'avons pas d'exhausteur de goût, nous n'avons pas de colorant. Il n'y a rien à part les ingrédients de base de la soupe. Des produits en circuit court, un emballage en verre, plus sain et recyclable, associé à une méthode de conservation particulière. C'est une soupe qui n'a pas été chauffée, qui n'a pas été stérilisée, donc elle doit se conserver au frais. Des soupes de qualité sur lesquelles les restaurateurs ont aussi décidé de miser. Dans ce restaurant vietnamien, la soupe feu n'est pas seulement une entrée. En fait, vous avez les pâtes de riz là, qui sont là. Après, on a viande, légumes, épices, bouillon parfumé. Tac. Et le tour est joué. Vous voyez? Hop là. Vous avez tout dedans, en fait. Vous avez les féculents, les pâtes de riz, les légumes, vous avez la viande. En fait, c'est un mix de tout ça. Je pense que c'est un plat complet. Les habitués, comme les nouveaux clients, n'en laissent pas une goutte. On est venu déguster la soupe et super, merveilleux. C'est le mieux, c'est l'un des meilleurs. En France, il se boit 6 litres de potage par seconde en moyenne. Preuve que les Français n'en ont toujours pas soupé de la soupe. Alors, quoi de neuf, docteur? Bonsoir, Jimmy Mohamed. Merci d'être avec nous. Combien de fois on a utilisé des arguments pour convaincre nos enfants pour manger de la soupe? Sincèrement, cette soupe, elle est booster d'énergie, de défense? Oui, pour notre système immunitaire, c'est parfait. Puisque notre alimentation, elle influence notre immunité. La plupart des cellules du système immunitaire se trouvent dans notre tube digestif, là où on trouve le microbiote, cette flore intestinale qui contient, écoutez bien, plus de 100 000 milliards de micro-organismes. Et on a montré qu'en consommant plus de légumes, avec de la soupe notamment, en 2 semaines simplement, vous changez ce microbiote qui se met à produire plus de cellules du système immunitaire pour vous défendre contre les infections. Donc oui, la soupe, ça défend des infections. Alors, est-ce que ce que vous avez sous vos yeux, ces tubes de vitamine C qui sont assez nombreux dans les pharmacies aujourd'hui, c'est utile ou pas? Ça ne sert à rien, sauf si vous avez des carences, mais dans notre pays, les carences sont exceptionnelles. Dans un comprimé de vitamine C, vous avez 500 mg. Or, on a besoin tous les jours de 100 mg de vitamine C. Ça veut dire qu'on fait un surdosage qui n'apporte strictement rien, et il n'a pas été démontré qu'en prenant plus de vitamine C, vous ferez moins d'infections ou que vous allez guérir plus longtemps. Donc, en clair, vous vous faites un peu avoir avec le packaging. Et puis là, il y a marqué énergie au quotidien. Ouais. Bon, c'est de l'argent que vous dépensez inutilement. Alors, pas de vitamine C, mais quelque chose me dit que vous allez me dire qu'il faut bien dormir. Complètement. Puisque dans le sommeil, il y a plusieurs phases du sommeil, dont une qui est responsable de la production de cellules du système immunitaire. Des chercheurs ont montré là encore que lorsque vous dormez correctement, en faisant une bonne nuit de sommeil, eh bien, à terme, vous consommez moins de médicaments
pour vous défendre contre des infections. Donc, plus de sommeil, c'est moins de médicaments et moins d'infections virales. Alors, certains qui nous regardent, il fait froid, c'est l'hiver, ils se posent la question, est-ce que je dois me vacciner, pas me vacciner, vacciner contre la grippe, vacciner contre le Covid? C'est le moment. La grippe est en train de progresser en ce moment. Le Covid continue de faire malheureusement des victimes chaque année. Et la vaccination, elle met 10 à 15 jours avant d'être efficace. Donc, c'est le moment de se faire vacciner, car je vous rappelle que la grippe, c'est une semaine au lit à 40, à être au bout de sa vie, on est très très mal. Et puis quand on est âgé, on fait des formes graves. Donc si vous avez plus de 65 ans ou des pathologies chroniques, faites-vous vacciner. Je pense que c'est la meilleure façon de ne pas gâcher les fêtes de fin d'année et d'atterrir à l'hôpital. Merci Jimmy. Le grand format de ce soir avec un portrait au cœur d'une profession qui vit sa pleine saison. Amélie a changé de vie. Elle a quitté son emploi d'aide à domicile pour rejoindre son mari et partir en mer. La quête du moment. La coquille Saint-Jacques, profession pêcheuse-pêcheur. Partons les retrouver en Bretagne, Bertrand Janot, Alexandre Adam, Thibaut Pomarès. À Saint-Quay-Portrieux, en Bretagne, il n'y a qu'une seule femme marin-pêcheur. Et elle s'appelle Amélie. Je me trompe ou je vois pas beaucoup de dames sur les pontons? Il y en a pas beaucoup. Vous ne sentez pas trop seul? Non, ça va. En France, on compte moins de 5% de femmes pêcheuses. Amélie a rejoint son mari Michael après avoir obtenu son diplôme il y a 3 ans. Nous sommes en pleine saison de la coquille Saint-Jacques. On est parti. Vous faisiez quoi vous avant? Avant, j'étais aide à domicile. J'ai des problèmes de santé qui font que j'ai fait un burn-out. Et de là, je me suis dit, bon, je pense qu'il est temps d'arrêter ce métier et finalement de partir sur autre chose, quoi. Bon, et comment vous avez réagi hein, quand vous avez dit je vais à la mer? Ah, j'étais fier. C'est vrai? Ah ouais, j'étais très content. On peut pas rêver mieux, on va dire, que d'être avec sa femme à travailler. Enfin, pour moi, en tout cas. Ça commence à bouger. Le vent se lève. La pêche s'annonce compliquée. Après, faut pas trop jouer non plus avec la météo. On n'a qu'une vie et voilà. Enfin, c'est toi qui vas pouvoir décider, j'ai envie de te dire. Ouais, Michael choisit malgré tout de lancer ses dragues à l'eau. Je la sens pas. C'est quoi le risque en fait? Ça pêche pas? Bah, déjà d'une que ça pêche pas, qu'il y a un accident quoi. Bon, bah, c'est vrai que quand on sait qu'on doit y aller, l'adrénaline est là. Hein. En plein, pendant toute l'heure de pêche, c'est à fond quoi. La pêche à la coquille est très réglementée. Ici, ils ont le droit à 1 heure, 2 fois par semaine. Ça va? Alors il ne faut pas traîner. Il a voulu tomber dans mes bras, je l'ai amorti. Voilà. Et bon. Chacun son tour. C'est ça, chacun son tour. Il y a du boulot. Ouais. Bah j'aime ça quand même, malgré tout. C'est un beau métier, hein. Et on en est fiers quelque part de dire, bah voilà, c'est vrai que c'est nous qui l'avons pêché. Donc c'est du travail derrière, c'est une récompense pour nous aussi, quoi. Votre femme, elle s'est reconvertie, mais vous ne voyez pas vous reconvertir? Ah non, jamais. Il me faut la mer. C'est vrai. Sans la mer, je suis rien. Aujourd'hui, Amélie et Michael ont atteint leur quota. 1 tonne de coquille Saint-Jacques qui va très vite s'écouler. Ça fait le pied de grue là, déjà chez vous? Ouais. Non, on est à la bourse, c'est pour ça. Bah Christophe, si tu veux, ton sac est prêt. Acheter local, mais frais. Bah ça sort de l'eau, ouais, je crois. Hein. Ouais, c'est ça, on avait 30. Ils vont en faire quoi les messieurs là de tout ça là? Probablement les manger. Coller. Aller-retour. Ouais, aller-retour. Et un aller simple. Et avec les fêtes de fin d'année qui arrivent, Amélie et Michael se préparent à bien des allers-retours en mer. L'invité de notre rubrique culte ce vendredi avec le retour d'un acteur devenu star dans les années 80, American Gigolo, Pretty Woman, ont hissé Richard Gere en haut de l'affiche. Un emballement qu'il tentera de maintenir à distance. L'acteur tourne, mais il s'exile au Tibet, rencontre le bouddhisme. 40 ans après, il retrouve le réalisateur qui l'a révélé, Paul Schrader, qui l'emporte et nous touche dans Au Canada. Il était une fois Richard Gere avec Alexandre Lequerret, Sabine Gorny et Jean-Marie Lecartier. Toujours élégant à 75 ans. En smoking à Cannes cette année,
Sur les tapis rouges du monde entier, Richard Gere incarne la classe à l'américaine. C'est un bel homme, oui. Qui a pas mal vieilli d'ailleurs. Il est pas mal. Richard Gere, c'est Richard Gere. Voilà. Il n'y en a pas deux. Il est culte, Richard Gere. Derrière l'acteur séduisant se cache un homme engagé et un collectionneur passionné. « 1980. Richard Gere a déjà 29 ans et quelques films derrière lui. Sa carrière prend un virage décisif. Dans American Gigolo, il devient objet de désir. Corps sculpté, fantasme sur grand écran. 12 ans plus tard, son duo avec Julia Roberts marque les esprits. Dans les magasins, ils sont pas sympas avec les gens, j'aime pas ça. Les magasins ne sont jamais sympas avec les gens, ils sont sympas avec les cartes de crédit. L'acteur devient une star internationale. Arrêtez du côté. Un artiste qui fait la une des magazines. Homme le plus sexy de la planète, en couple avec la mannequin Cindy Crawford. Mais peu à peu, le séducteur gagne en profondeur. 50 ans après ses débuts, dans Au Canada, il campe un réalisateur à la fin de sa vie. Amaigri, agonisant, il casse son image. Mon père est décédé 2 mois avant qu'on me propose ce scénario. Et j'ai eu envie de me mettre en quelque sorte dans la peau de mon père en faisant ce film. Pour moi, c'était assez naturel. Naturel, comme ses engagements politiques. Le combat de sa vie, c'est le Tibet. En 2008, à San Francisco, il est sur scène pour protester contre l'organisation des Jeux Olympiques à Pékin. J'ai cette idée qu'un jour, le gouvernement chinois se réveillera en se frottant les yeux comme par enchantement. Proche du Dalai Lama, il s'est converti au bouddhisme au début des années 80. Ce qu'il ramène au bouddhisme, c'est l'altruisme en fait, c'est l'attention à l'autre. C'est-à-dire qu'il aurait pu être une star qui ne pense qu'à sa carrière. Lui, absolument pas en fait. Ses convictions politiques passent même avant sa carrière. Des convictions qui le conduisent sur ce bateau avec des migrants en détresse au large de l'Italie en 2019. Une star engagée et toujours une photo pour témoigner. La photographie, c'est l'autre passion de Richard Gere. Au Festival de Cannes, le voici empruntant un appareil pour le plus grand bonheur des photoreporters. De ses voyages au Tibet, il a ramené des centaines de souvenirs sur pellicule. Un hobby qui remonte à l'enfance. Ma mère m'avait offert un appareil Kodak noir et blanc. Ça m'a permis de comprendre comment composer une image. Au fil des années, l'acteur s'est mué en collectionneur, accumulant les clichés précieux d'artistes renommés. L'esthète Richard Gere mène sa vie comme sa carrière avec élégance. Et au Canada, ce sera sur les écrans au cinéma mercredi prochain. On ouvre tout de suite 20h30 le vendredi avec un retour, celui de Zorro.